À Lima, la capitale du Pérou, Stéphanie Flores se rendit à un tournoi de poker au casino Atlantic City le 30 mai 2010. Elle était une joueuse expérimentée et avait récemment gagné une grosse somme, $10 000, ce qui lui donnait confiance en ses capacités. Avant son départ, elle informa son père qu'elle serait de retour dans quelques jours, mais personne ne la revit jamais. Stéphanie vivait avec son père. Sa famille jouissait d'une grande réputation dans la société. Ricardo Flores, son père, n'était pas seulement pilote de course, mais aussi candidat à la présidence péruvienne. Dans leur grande famille, il y avait 5 enfants, 4 fils et Stéphanie, la plus jeune. Malgré leur position sociale élevée et leur bonne situation financière, la famille Flores resta modeste et amicale, menant une vie normale. Les frères de Stéphanie travaillaient dans la gestion d'événements. Elle-même étudiait en 3e année de gestion d'entreprise à l'université de Lima et aidait ses frères dans leur entreprise. De plus, elle était une joueuse de hasard prospère, ce qui lui procurait un bon revenu. Lorsque Stéphanie ne revint pas après le tournoi, Ricardo commença à s'inquiéter. Un tel comportement était totalement atypique de sa fille, qui s'était toujours distinguée par son sens des responsabilités et sa ponctualité. Le père inquiet appela ses fils pour demander de l'aide. Les frères ne purent pas non plus joindre Stéphanie. Ils commencèrent à appeler tous les proches de la disparue, mais personne ne savait où elle était. Après des recherches infructueuses dans les environs, le père se tourna vers la police. Les enquêteurs se rendirent à l'hôtel où se déroulait le tournoi de poker pour parler au personnel. Les employés ne purent pas dire où était passée l'une des participantes. Les enquêteurs demandèrent les vidéos de surveillance et commencèrent à les analyser. Sur les enregistrements du couloir près de la salle de conférence, ils remarquèrent que Stéphanie rejoignit, vers 3 heures du matin, le 30 mai, un jeune homme en vêtements clairs qui était déjà assis à table. Pendant le tournoi, ils discutèrent amicalement et quittèrent la salle ensemble vers 5 heures du matin. Le personnel de l'hôtel se souvenait de les avoir vus ensemble. L'inconnu donnait une impression agréable. L'un des employés remarqua sa ressemblance physique avec Brad Pitt. C'est pour cela qu'il s'en souvenait. En examinant d'autres enregistrements, les enquêteurs virent Stéphanie et le jeune homme entrer dans la chambre 309 à 5h16 du matin. Peu après, il sortit et revint avec du café et des pâtisseries. 3h20 après leur première apparition dans la chambre, le jeune homme en sortit avec un sac à dos et ne revint plus. En partant, il demanda au personnel de l'hôtel de ne pas déranger l'occupante de la chambre. Et les employés suivirent cette instruction jusqu'à l'arrivée des autorités. Les enquêteurs décidèrent de vérifier l'état de la jeune femme. Mais lorsque la porte de la chambre s'ouvrit, ils se trouvèrent face à une situation inquiétante. Dans la chambre, on trouva Stéphanie Flores. Les enquêteurs découvrirent une raquette de tennis qu'ils classèrent comme pièce à conviction importante. L'examen médical révéla de graves blessures dans les zones de la tête et du cou. Selon les experts, le traumatisme causé par l'objet contondant fut le facteur décisif dans cette histoire. Les enquêteurs devaient maintenant déterminer les raisons de ce qui s'était passé. Un motif possible aurait pu être le vol d'objets de valeur. Tous les moyens financiers, cartes et bijoux de la jeune femme avaient disparu. Stéphanie avait environ $15 000 sur elle. Après l'examen de la scène de crime, la police connaissait déjà l'impliqué, le même inconnu des enregistrements de surveillance. L'enquête révéla que la chambre 309 était réservée au nom de Joran van der Sloot, un citoyen néerlandais. Les forces de l'ordre commencèrent à rassembler des informations sur cet homme et découvrir des faits troublants. Il s'avéra qu'il était recherché internationalement et que son nom était lié à une histoire mystérieuse. Joran van der Sloot
avait longtemps attiré l'attention des enquêteurs en relation avec la mystérieuse disparition de l'américaine Natalee Holloway sur l'île d'Aruba le 30 mai 2005. Ces informations suscitèrent une inquiétude particulière chez les autorités policières, qui soupçonnaient sa possible implication dans d'autres incidents également. La police devait trouver cet homme dangereux le plus rapidement possible. Pendant que la recherche se poursuivait, les enquêteurs examinèrent les documents sur la disparition de Natalee Holloway. Natalee était née le 21 octobre 1986 à Clinton, Mississippi. Elle était le premier enfant de la famille. Après le divorce des parents, les enfants restèrent avec la mère, mais gardèrent une relation étroite avec le père. Plus tard, la mère de Natalee fonda une nouvelle famille avec un homme d'affaires prospère et ils déménagèrent dans sa maison à Mountain Brook, Alabama. Natalee montra d'excellents résultats à l'école, s'intéressa au cheerleading et à la danse et obtint son diplôme avec d'excellentes notes. Elle fut admise à l'université avec une bourse complète. Mais un voyage changea tout. Natalee partit en vacances sur l'île caribéenne d'Aruba. L'île d'Aruba est un territoire des Pays-Bas et fait partie des Caraïbes néerlandaises. Cette île est connue pour sa sécurité et est considérée comme l'une des plus pacifiques de la région. En mai 2005, l'école organisa un voyage pour les diplômés. 124 élèves arrivèrent sur l'île accompagnés de 11 professeurs. Ils furent logés dans le confortable hôtel Holiday Inn. Il est à noter qu'à Aruba, la consommation de certaines boissons est autorisée à partir de 18 ans. Chaque jour de vacances suivait un schéma similaire. Les vacanciers discutaient, prenaient le soleil sur la plage et nageaient. Après le déjeuner, certains se reposaient dans leur chambre. Le soir, tous se réunissaient pour dîner, puis allaient au bar de l'hôtel où ils goûtaient différents cocktails. Le 29 mai 2005 était leur dernier jour sur l'île. Natalee fit ses bagages comme les autres et posa son passeport à côté de sa valise avant d'aller dîner. Après le dîner, une partie du groupe continua la conversation. D'autres retournèrent dans leur chambre pour dormir avant le départ. Le matin, lorsque tout le monde se rassembla dans le hall du Holiday Inn pour le check-out et le départ vers l'aéroport, les professeurs remarquèrent l'absence d'une personne. Lors de la vérification matinale du groupe, l'absence de Natalee Holloway fut constatée. Personne ne savait où elle se trouvait. Les professeurs appelèrent sa chambre, supposant qu'elle aurait pu dormir, mais il n'y eut pas de réponse. Avec un employé de l'hôtel, ils ouvrirent la chambre et la trouvèrent vide. Les bagages et les documents de Natalee étaient toujours à leur place. Le personnel de l'hôtel et les professeurs organisèrent une recherche dans tout le complexe hôtelier, mais sans succès. Vers 11 heures du matin, l'une des professeurs contacta la mère de Natalee et l'informa de la situation. Elle demanda si la jeune femme aurait pu aller quelque part de son propre chef. La mère rejeta catégoriquement cette possibilité et exprima son inquiétude quant à un possible incident. Après le signalement à la police, les recherches se poursuivirent avec la participation des forces de l'ordre. Pendant ce temps, le groupe principal rentra chez lui avec quelques professeurs. La mère inquiète contacta son mari et le père biologique de Natalee. Ensemble, ils prirent immédiatement le prochain vol depuis la ville voisine vers l'île. De plus, elle informa le numéro d'urgence 911 et le FBI de l'incident. Après leur arrivée à Aruba, les parents participèrent immédiatement aux recherches, interrogeant les clients de l'hôtel et les vacanciers dans le resort. Ils distribuèrent des photos de Natalee et collaborèrent activement avec l'enquête. Au cours de l'enquête, il s'avéra que Natalee n'était pas sa chambre, là, d'ennui. Dernière revenue. Les visiteurs du casino, qui se trouvaient mais près de l'hôtel, remarquèrent tant que Natalee parlait avec un grand jeune homme d'apparence européenne des Pays-Bas. À leur avis,
elle aurait pu partir avec lui. Lorsque l'établissement ferma à 1h du matin, le personnel vit la jeune femme monter dans une Honda grise où se trouvaient 3 jeunes hommes. Le personnel de sécurité connaissait bien ses habitués du casino, le néerlandais Joran van der Sloot et les frères Deepak et Satish Kalpoe. L'examen des enregistrements des caméras de surveillance confirma les déclarations des employés. Le personnel remarqua que le jeune néerlandais apparaissait fréquemment au casino, où, selon leurs observations, il essayait de faire la connaissance de touristes fortunés pour en tirer des avantages financiers. Joran vivait sur l'île avec ses parents, qui appartenaient à un cercle respecté. Son père travaillait dans le domaine juridique et se préparait à un poste de juge. Le jeune homme lui-même montrait de grandes promesses dans le sport et les études. On lui prédisait une carrière réussie dans le football. Cependant, ces derniers temps, son comportement avait changé. Il passait beaucoup de temps dans les bars et les casinos. Toutes les preuves pointaient vers le jeune Hollandais. C'est pourquoi les parents, accompagnés des forces de l'ordre, se rendirent chez lui pour obtenir des éclaircissements. Devant la maison se trouvait la même Honda grise dans laquelle Nathalie avait été vue pour la dernière fois. Lorsque les officiers expliquèrent au père de Joran la raison de leur visite, celui-ci les informa que son fils se trouvait dans le casino d'un autre hôtel. Les policiers s'y précipitèrent, mais Joran avait déjà disparu. Pendant la recherche, son père appela pour dire que son fils était rentré à la maison avec son ami Deepak. Les agents arrivés décidèrent d'interroger les amis séparément. Leurs histoires non seulement différaient l'une de l'autre, mais changeaient aussi constamment. Au début, tous deux affirmèrent n'avoir jamais rencontré Nathalie. Cependant, lorsqu'on leur montra les enregistrements de surveillance où ils parlaient avec la jeune femme, Joran se souvint soudainement de la rencontre ce soir-là. Selon ses dires, après le jeu au casino, Nathalie proposa d'aller dans un club. Il accepta et invita Deepak et son frère Satish. Ils s'y rendirent ensemble en voiture. Ensuite, selon Joran, il l'aurait ramenée à l'hôtel et n'aurait plus revu la jeune femme. Cependant, la police savait déjà que cette histoire était inventée. Ils avaient examiné tous les enregistrements des caméras et étaient certains que Nathalie n'était pas réapparue à l'hôtel. Pendant l'enquête, les suspects furent arrêtés plusieurs fois pour fausses déclarations, mais durent être relâchés faute de preuves concluantes. Lors des interrogatoires, leur histoire changea. Ils dirent maintenant qu'après le club, ils étaient allés au phare pour observer les requins, puis s'étaient rendus à la plage Arashi. Joran raconta que ses amis étaient hart et partis, les laissant tous les deux. Finalement, il partit seul, prétextant devoir aller en courteau, tandis que la jeune femme voulait rester et continuer à faire la fête. Elle lui aurait prétendument permis de partir. Joran insista sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec sa disparition, mais admit qu'il regrettait maintenant sa décision de l'avoir laissée seule. Selon lui, ils s'étaient seulement embrassés. Rien d'autre ne s'était passé. Cependant, ses amis racontèrent une version différente. Le Hollandais se serait comporté de manière déshonorante envers la jeune femme et l'aurait abandonnée sur la plage. Les enquêteurs examinèrent minutieusement la plage mentionnée, mais ne trouvèrent aucune trace du passage de Nathalie. Une nouvelle piste fut fournie par un jardinier de l'hôtel voisin. Il rapporta avoir vu 3 jeunes hommes, Joran, Deepak et Satish, qui faisaient quelque chose sur un terrain vague près de l'étang cette nuit-là. Les forces de l'ordre arrivèrent sur le lieu indiqué et examinèrent sur la zone, mais sans succès. Le temps passait, mais il n'y avait pas de progrès significatif dans l'affaire. Les proches étaient mécontents du travail des enquêteurs et critiquaient leur manque de professionnalisme. La famille était convaincue que Joran était impliqué dans l'incident et qu'il fallait exercer plus de pression sur lui pour obtenir des aveux, ce que la police ne faisait pas. La famille offrit une récompense considérable, 100 000 $ pour des informations sur la localisation de Nathalie et 1 million pour son retour sain et sauf à la maison. Les habitants appelaient constamment avec leurs théories
espérant obtenir la récompense, mais tous les appels se révélèrent inutiles. Les autorités policières critiquèrent les actions des parents et considérèrent que la récompense offerte ne faisait qu'entraver l'enquête. Pendant ce temps, les parents poursuivaient leurs recherches actives. Ils distribuaient des prospectus d'information, accrochaient des affiches et participaient aux opérations de recherche. Les autorités d'Aruba estimaient que la famille Holloway exerçait une pression excessive en exigeant l'arrestation des suspects avant que suffisamment de preuves n'aient été rassemblées. À un moment donné, les frères Kalpoe informèrent les autorités que le père de Joran avait aidé à cacher des preuves. L'homme fut arrêté, mais relâché après 3 jours, faute de preuves. L'histoire de la disparition de Nathalie attira une grande attention dans les médias américains, ce qui inquiéta les autorités d'Aruba. Après tout, leur revenu principal provenait des touristes américains. L'affaire reçut une attention particulière grâce aux parents de Nathalie, qui cherchaient obstinément justice et tentèrent de faire avancer l'enquête. Joran ne resta pas non plus inactif. Il donna volontiers des interviews payantes aux chaînes de télévision américaines, où il parlait de sa rencontre avec Nathalie et des événements de cette nuit-là. Le jeune homme insistait sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec l'incident. Après 1 an, Joran retourna aux Pays-Bas et poursuivit ses études. Dans des interviews avec les médias locaux, il affirmait qu'on avait essayé de le piéger. Selon ses déclarations, il avait laissé Nathalie sur la plage et était rentré chez lui. 2 ans après l'incident, Joran publia un livre avec un journaliste où il détaillait longuement sa version des événements. De cette manière, il put tirer un bon profit de cette histoire et du buzz généré. Après les demandes persistantes de la famille de Nathalie, les autorités policières effectuèrent une fouille approfondie de la propriété de Joran sur l'île d'Aruba. Ils examinèrent la maison et les terrains environnants, mais ne trouvèrent rien de significatif pour l'enquête. Le développement des événements fut suivi attentivement dans de nombreux pays, particulièrement aux États-Unis, à Aruba et aux Pays-Bas. Joran était au centre de l'attention publique et le public se divisa en 2 camps. Les uns le considéraient comme impliqué dans la disparition de Nathalie, les autres croyaient en son innocence. 3 ans après la disparition de Nathalie, de nouvelles informations apparurent. Un témoin rapporta avoir vu Joran et son père près d'un étang à 4 heures du matin cette nuit-là. Selon ses déclarations, le jeune homme aurait couru jusqu'à un restaurant rapide et peu après, les 2 hommes seraient repartis dans un Jeep rouge. Un second indice fut le témoignage de l'ex-petite amie de Joran. Elle informa la police que le Néerlandais avait prononcé une nuit une phrase étrange sur la plage et ses possibilités qui l'avaient beaucoup perturbé. Malgré de nombreuses pistes, de nouvelles informations et des déclarations contradictoires des suspects, les enquêteurs locaux estimèrent que les preuves rassemblées n'étaient pas suffisantes pour porter des accusations. Les procédures contre Joran, Deepak et Satish furent à classer. Comme l'indiquèrent les représentants des forces de l'ordre, l'enquête ne peut être rouverte que si de nouvelles informations apparaissent. En 2008, du matériel filmé par un journaliste néerlandais avec une caméra cachée apparut. Dans la vidéo, Joran racontait sa version des événements de cette nuit sur la plage avec Nathalie. Selon ses paroles, après leur intimité, la jeune femme se sentit soudainement mal et ne montra plus de signes de vie. Il se tourna alors vers ses amis pour obtenir de l'aide et ils partirent en bateau vers le large. Plus tard, un autre enregistrement apparut où il parlait avec une satisfaction évidente du fait qu'aucune trace de l'incident n'avait été trouvée, sinon il aurait eu de sérieux problèmes. Il fit également allusion à l'aide de quelqu'un dans cette situation. Étonnamment, toutes ces confessions n'eurent aucune conséquence pour lui. Les autorités policières d'Aruba ne jugèrent pas sa confession vidéo crédible et la déclarèrent insuffisante pour une procédure judiciaire.
une enquête complète nécessitait des preuves matérielles qu'il n'avait pas. À leur avis, Joran ne cherchait que la notoriété et le gain financier en inventant différentes histoires. Pendant un certain temps, Joran se trouva de sa propre initiative dans un établissement psychiatrique. Plus tard, il déménagea à Bangkok, où il acquit un petit café avec les fonds des interviews et des publications, et se consacra à l'entrepreneuriat. La même année, une autre représentante de la presse rencontra Joran en Thaïlande. Lors de la conversation, il partagea des informations choquantes sur sa participation à des activités illégales. Ses actions semblaient étranges et imprévisibles. Après cette conversation, il eut des problèmes avec les autorités locales. La police commença à vérifier ses déclarations sur les activités illégales. En conséquence, il dut quitter précipitamment le pays, laissant derrière lui son entreprise et ses économies. Peu après, son père subit une crise cardiaque et Joran se considéra comme la cause de cet incident. Il se retrouva à nouveau dans une clinique psychiatrique en raison de son état émotionnel. Après sa sortie, Joran fut confronté à des difficultés financières et imagina une nouvelle méthode pour obtenir de l'argent. En 2019, un représentant de la famille Holloway rapporta une offre inhabituelle. Un anonyme l'avait contacté, exigeant $250 000 pour des informations sur Natalie Holloway. Il insista sur une avance de 25 000. L'enquête révéla que Joran avait envoyé les messages. Le père de Natalie accepta une rencontre sur l'île d'Aruba et remit l'avance demandée. Cette fois, Joran raconta une nouvelle version des événements. Selon ses dires, ce soir-là, un accident s'était produit. Natalie voulait partir, il la laissa partir, mais elle trébucha et tomba. Ensuite, il se serait prétendument tourné vers son père, et ils auraient même caché les traces de l'incident dans les fondations d'une maison en construction. Joran insista sur son innocence et montra un endroit précis. Cependant, la vérification prouva la fausseté de ses déclarations. Les parents de Natalie travaillèrent avec le FBI et rassemblèrent des éléments contre le Néerlandais, au moins pour fraude et extorsion. Après l'inculpation, Joran s'enfuit au Pérou, où se déroula l'histoire avec Stéphanie Flores. Le 3 juin 2010, l'ex-petite amie de Joran informa la police de sa localisation. Il s'avéra qu'il lui avait demandé de l'argent pour un billet d'avion, mais elle décida d'aider l'enquête. Joran fut arrêté au Chili. Lors de l'arrestation, les policiers remarquèrent des traces de l'incident sur les vêtements de Joran. Apparemment, il était pressé de fuir et n'avait pas eu le temps de se mettre en ordre. Il fut emmené au Pérou, où il fut accusé de la disparition de Stéphanie Flores. Lors du premier interrogatoire, il nia toute implication. Selon ses déclarations, des voleurs armés seraient entrés dans la chambre d'hôtel, auraient là pris des objets de valeur et attaqué la jeune femme, tandis qu'il réussissait à s'enfuir. Cependant, les enquêteurs réfutèrent rapidement cette version. Après 4 jours, Joran changea sa déclaration. Selon ses dires, il discutait paisiblement dans la chambre jusqu'à ce que Stéphanie découvre sur son ordinateur portable des informations sur l'affaire Natalie Holloway et son implication possible dans sa disparition. Il essaya d'expliquer qu'il s'agissait d'un malentendu, mais elle prit peur et ne le crut pas. Après la conversation désagréable, la situation échappa à tout contrôle. Joran affirma qu'il regrettait ce qui s'était passé et expliqua ses actions par l'influence de l'alcool et la peur que Stéphanie puisse le dénoncer à la police. Selon ses mots, il agit impulsivement et perdit le contrôle de lui-même. Cependant, les enquêteurs s'en tinrent à une version plus simple. Ils soupçonnaient que la disparition d'argent et d'objets de valeur de la chambre était le motif. L'absence des effets personnels de Stéphanie plaidait en faveur de cette version. Conscient qu'une longue peine de prison l'attendait au Pérou, Joran tenta de négocier avec les enquêteurs. Il proposa de révéler l'emplacement des preuves dans l'affaire Natalie Holloway en échange de l'abandon des charges, mais son offre fut rejetée.
Le procès commença et toutes les preuves pointaient vers son implication. La procédure fut assez rapide. Le procureur présenta des enregistrements de surveillance montrant Joran entrant dans la chambre avec Stephanie et en sortant seul plus tard. Des traces furent trouvées sur sa main et l'enquête confirma son ADN sur les preuves trouvées. La défense n'avait rien à opposer. C'est pourquoi Joran, sur le conseil de son avocate, fit des aveux. La juriste promit que la peine ne dépasserait pas 15 ans. Cependant, le tribunal le condamna à 28 ans de prison et l'obligea à payer une indemnisation de 75 000 $ à la famille de Stephanie. En 2014, Joran rencontra en prison Lady Figueroa, une comptable péruvienne de 33 ans qui y vendait des bonbons et des cigarettes. Une relation se développa entre eux et ils se marièrent bientôt. Le couple eut une fille qu'ils nommèrent Trudy van der Sloot, en l'honneur de la grand-mère de Joran. Grâce aux règles souples, sa femme lui rendait visite 2 fois par semaine et le décrivait comme une personne très bienveillante. Mais en 2020, Joran décida de se séparer d'elle en faveur d'Eva, 24 ans, avec qui il pratiquait un commerce illégal de substances interdites en prison. Après cette découverte, Joran reçut 7 années supplémentaires de prison pour trafic de substances interdites. Il fut transféré dans un établissement de haute sécurité où les visites sont interdites. Néanmoins, il continue à entretenir une correspondance avec Eva et d'autres femmes. Aucune accusation officielle ne fut jamais portée contre Joran dans l'affaire de la disparition de Natalee Holloway. L'affaire reste non résolue, bien que les proches soient non convaincus de l'implication de Joran dans la disparition de la jeune femme. Les proches de Natalee soupçonnent qu'elle fut la prochaine cible de leur système de fraude. À leur avis, Joran essaya de lui escroquer de l'argent. Ils avaient intenté peut-être d'autres plans initialement, mais quelque chose ne se passa pas comme prévu. Probablement, Natalee refusa de donner l'argent et leur tentative de fraude échoua. Après la dispute, les auteurs auraient pu faire disparaître les preuves dans l'océan où vivent des poissons prédateurs. La famille Holloway fut confortée dans ses soupçons après l'affaire de Stephanie, qui avait également rencontré Joran au casino. La similitude des circonstances des 2 histoires ne semblait pas être une coïncidence. À l'origine, les autorités péruviennes prévoyaient de ne remettre Joran van der Sloot au côté américain qu'après qu'il ait purgé sa peine dans l'affaire Stephanie Flores. Cependant, en mai, la situation changea. Les autorités péruviennes acceptèrent un transfert temporaire de van der Sloot aux États-Unis pour examiner les accusations, après quoi il devrait être renvoyé. Cette décision fut prise en raison de l'âge avancé des principaux témoins qui ne peuvent pas attendre plusieurs années de plus. Joran tenta, par l'intermédiaire de son avocat, de contester la décision d'extradition en invoquant l'absence de notification préalable, mais fut débouté. Fin mai 2023, van der Sloot fut attaqué par d'autres détenus dans la prison péruvienne. Début juin, des agents du FBI arrivèrent avec un avion spécial pour le récupérer. Le 8 juin 2023, Joran van der Sloot arriva aux États-Unis. Il fut emmené à la prison de Birmingham, près de la ville natale de Natalee Holloway. Jusqu'à présent, rien n'a été communiqué sur le début de la procédure judiciaire. L'histoire montre que les infractions antérieures attirent souvent l'attention particulière de la police et influencent la sévérité de la peine. Cependant, les suspects ne s'avèrent pas toujours coupables. La tâche principale des forces de l'ordre et du tribunal est d'examiner soigneusement chaque cas et d'évaluer équitablement l'implication. Dans cette histoire complexe, les enquêteurs ont dû faire de grands efforts pour découvrir la vérité. Laura Lee Feist, d'Orange County, Californie, sortait avec James Kendall, un étudiant de son université. Malgré leur bonne relation, il y avait un problème sérieux. James continuait à entretenir des contacts avec d'autres femmes. Quand Laura l'a découvert,
Au lieu de simplement mettre fin à la relation, elle a élaboré un plan de vengeance tout en continuant à sortir avec lui. Le 11 mai 1982, James a conduit Laura à sa maison à Laguna Beach dans son pick-up. Elle est sortie, a pris un revolver et est retournée à la voiture. Un incident s'est produit. Laura a utilisé l'arme contre James puis l'a tournée contre elle-même, se blessant à l'épaule. Les voisins ont entendu les coups de feu et ont appelé les secours. Les secouristes sont arrivés rapidement sur les lieux. James n'a pas pu être sauvé. Laura a été transportée d'urgence à l'hôpital. Au début, la police a suivi la version d'un vol dont la blessée avait fait état. Mais l'examen minutieux de la scène de crime a fait naître des doutes chez les enquêteurs. Aucun objet de valeur ne manquait, et la carte de visite d'un bijoutier avec un message de la jeune femme a été trouvée sur les lieux. Il en ressortait qu'elle avait planifié une mise en scène, mais n'avait pas pu mener son plan à terme. Au lieu de cela, elle s'est légèrement blessée en tentant de simuler une attaque par un étranger. Après sa convalescence, Laura a rencontré les enquêteurs. Lors de sa conversation avec eux, elle a changé plusieurs fois sa version des événements. La jeune femme a insisté sur le fait qu'elle et James avaient été attaqués par des voleurs. Mais elle s'est constamment empêtrée dans des contradictions concernant les détails et n'a pas pu expliquer l'apparition de la note. La question de savoir pourquoi c'était précisément son arme qui avait été utilisée restait également sans réponse. Sous la pression des faits, Laura a avoué son implication dans l'incident. Elle a raconté qu'elle avait agi en raison de sa relation compliquée avec James et qu'elle craignait pour son bien-être. Selon ses dires, le jeune homme montrait des traits de caractère désagréables et rencontrait fréquemment d'autres femmes, ce qui l'inquiétait beaucoup. L'enquête a révélé de nouveaux détails. Il s'est avéré que James avait annoncé à Laura ce jour-là qu'il voulait mettre fin à leur relation. Apparemment, elle avait prévu un tel tournant. Elle avait préparé la note et avait l'arme sur elle. Tout indiquait que la jeune femme ne voulait pas partager James avec quelqu'un d'autre. Après le prononcé du jugement, Laura a été envoyée au centre de détention pour mineurs de Californie. Bien que cet établissement était considéré comme plus clément que les prisons ordinaires, le séjour n'y était pas facile. Laura a été attaquée plusieurs fois par d'autres détenus, mais dans l'ensemble, la période s'est déroulée sans incident grave. En 1987, après 5 ans, Laura a été libérée. Pendant sa détention, elle a obtenu une formation en psychologie. Il semblait que l'épreuve devait la changer et la remettre sur le droit chemin. Au début, c'était le cas. Au début des années 90, elle a déménagé à Baltimore, a trouvé un travail d'infirmière dans un hôpital et s'est mariée. Cependant, le travail lui semblait trop exigeant. Le salaire ne correspondait pas aux attentes de la jeune femme et elle a changé de profession en commençant à travailler comme danseuse dans une boîte de nuit. Le nouveau travail lui plaisait. Le bon revenu nécessitait peu d'efforts. L'apparence frappante de Laura attirait de nombreux admirateurs qui la couvraient de cadeaux. La jeune femme menait une vie privée mouvementée. Elle s'est mariée encore 2 fois sans divorcer de son premier mari. Quand cela a été découvert, les autorités ont ouvert une procédure. En 1993, un procès a eu lieu où Laura a été accusée de bigamie. Elle a finalement reçu 6 mois avec sursis. Cette peine n'a pas changé son comportement. 2 ans plus tard, Laura a été à nouveau arrêtée 7 fois pour simulation d'un cas d'assurance. Elle a tiré sur sa voiture pour obtenir une indemnisation. Lors de son arrestation, on a trouvé des objets volés, dont une bague d'une valeur d'environ 3 000 $ qui avait été dérobée aux voisins. Elle a encore été condamnée à 7 ans pour fraude, mais n'a passé que 6 mois derrière les barreaux. Le jugement a été annulé. En 1997, Laura a déménagé à Corpus Christi, une ville côtière du sud du Texas. Là, elle est retournée à la danse, a travaillé comme mannequin bikini et a commencé à vendre du divertissement pour adultes.
Cette activité s'est avérée très lucrative et lui a rapporté des revenus considérables. Après avoir économisé suffisamment d'argent, elle a réalisé son rêve de longue date. Elle a acquis une villa au bord de l'océan. Elle poursuivait toujours ses objectifs avec ténacité et a rencontré durant cette période de sa vie le Britannique Phil Day. Leur relation s'est développée rapidement. Ils se sont vite mariés. Puis le couple a eu un fils, Cameron. Les gens autour d'elle remarquaient que Laura était attentive envers son fils, l'accompagnait à l'entraînement de football, mais communiquait à peine avec les autres femmes. Celles-ci se tenaient à l'écart, craignant son influence sur leur mari. Comme il s'est avéré, leurs inquiétudes étaient peu fondées. Le mariage apparemment heureux de Laura et Phil a duré jusqu'à l'été 2011. En tant que représentante commerciale, elle a rencontré le chauffeur de camion David Seiling, qui avait 12 ans de moins qu'elle. L'apparence remarquable de Laura attirait l'attention de tous les hommes au travail. Lors de leur rencontre, il s'est avéré que tous deux étaient malheureux dans leur mariage. David était lié à Kelly et Laura en avait assez de la vie monotone avec Phil. Une attraction immédiate est née entre eux. David a honnêtement parlé de ses nouveaux sentiments à sa femme, ce qui a été une nouvelle désagréable pour elle. Cependant, Kelly ne s'y est pas opposée et a accepté le divorce. Laura et David ont procédé à la séparation de leur partenaire et ont commencé à vivre ensemble. Après le divorce en mai 2012, elle a même laissé Cameron à Phil pour se consacrer entièrement à sa nouvelle relation. David a obtenu le droit de voir son fils les week-ends, le reste du temps. Celui-ci vivait avec Kelly. Le jeune couple passait presque tout leur temps ensemble. Taylor, le fils de David, se joignait occasionnellement à eux. Sa mère était prudente envers Laura, qui était entrée dans leur famille et avait détruit le mariage. Mais Laura s'efforçait de se lier d'amitié avec les deux, comprenant leur importance pour son élu. Progressivement, elle a réussi à trouver un langage commun avec Taylor et sa mère. Laura était heureuse avec son nouveau partenaire. En août 2012, elle et David se sont mariés à Las Vegas. Le couple s'est installé dans la spacieuse villa de Laura avec piscine. David travaillait comme chauffeur routier et était souvent absent, tandis que Laura profitait du confort domestique sans travailler. Mais bientôt, quelque chose d'imprévu est arrivé. Le 5 octobre 2012, un vendredi, Laura est allée chercher Taylor à l'école pour le week-end avec son père. Elle s'était arrangée à l'avance avec Kelly, la mère de Taylor, pour prolonger le temps entre père et fils. Kelly n'y voyait pas d'inconvénient. Il n'avait pas de plan particulier pour la journée. Sur le chemin du retour, selon Laura, Taylor lui-même a demandé un pique-nique à la plage. Après le déjeuner, ils sont rentrés chez eux pour prendre les affaires de plage. En arrivant à la côte, ils ont constaté que la plage la plus proche était bondée. Le parking était rempli de voitures, toutes les places étaient occupées par les vacanciers. Le bruit et l'agitation ont surpris Laura. Normalement, c'était calme ici en pleine journée de travail. Elle a décidé de chercher un endroit plus tranquille, plus loin. Après avoir trouvé un endroit approprié, ils se sont arrêtés et Laura a permis à Taylor de nager. Normalement, Taylor portait un gilet de sauvetage spécial. Mais ce jour-là, il ne pouvait pas le porter à cause d'une blessure au cou. Le col frottait contre la peau, alors Laura a décidé de le laisser nager sans protection. Pour s'assurer de la sécurité de cette décision, elle a observé ses capacités de natation pendant quelques minutes. Ce qu'elle a vu l'a rassurée. Taylor savait vraiment bien se maintenir à flot, car il s'entraînait régulièrement dans la piscine familiale. Laura était restée sur la rive pour surveiller la situation. Au début, tout allait bien, mais après quelques minutes, quelque chose a tiré Taylor sous l'eau et il a disparu de vue. Laura s'est précipitée en panique vers le lieu de l'accident. Elle a plongé et commencé à chercher, mais sans succès. Peu après,
Elle l'a aperçu à quelques mètres du lieu de plongée, flottant immobile sur les vagues. La belle-mère a nagé jusqu'à lui et a essayé de le ranimer, mais il ne réagissait pas. La femme a tiré Taylor sur la rive. Il ne montrait aucun signe de vie. Elle a essayé de prodiguer les premiers secours, mais en raison de sa forte agitation, elle n'a pas pu effectuer correctement les gestes nécessaires, bien qu'elle y soit formée. Laura a appelé le numéro d'urgence 911, mais le répartiteur a prévenu d'une longue attente en raison de la distance entre le lieu de l'accident et la ville. Déterminée à agir elle-même, Laura a mis Taylor dans la voiture et a conduit jusqu'à l'hôpital. En 30 minutes, elle a parcouru 20 kilomètres. Arrivée à destination, elle s'est précipitée à l'intérieur en appelant à l'aide. Malgré tous les efforts du personnel médical, il n'était plus possible d'aider Taylor. Les médecins ont transmis l'information aux forces de l'ordre pour vérification selon la procédure standard. Les policiers ont dû annoncer la triste nouvelle à David. Quand le père a appris l'incident, il est parti immédiatement de son lieu de travail éloigné pour se rendre à l'hôpital. Les enquêteurs ont également informé Kelly, qui s'y est également précipitée. Arrivée la première, elle a seulement appris que Taylor avait eu un accident dans l'eau. Les médecins ne pouvaient pas donner plus de détails. Laura était à proximité. Il s'est avéré que la belle-mère avait décidé d'elle-même, sans en informer personne, d'emmener Taylor à la plage à sa demande. Elle insistait sur la version d'un accident. Kelly a commencé à faire des reproches à Laura à haute voix, mais celle-ci était restée étonnamment indifférente. Plus tard, David est arrivé. Ne connaissant pas les détails, il a d'abord fait des reproches à Kelly, pensant que Taylor était avec elle. Quand il a appris la vérité que le garçon était avec Laura, il a été bouleversé. Les premiers doutes sur le caractère accidentel de l'incident sont venus de la mère. Elle ne comprenait pas pourquoi Laura avait emmené Taylor à la plage sans permission et lui avait permis de nager sans équipement de protection. Les enquêteurs ont également remarqué des incohérences. Premièrement, l'hôpital le plus proche n'avait pas été choisi, une autre clinique et les pompiers étaient plus proches. Laura a expliqué cela par la panique. Deuxièmement, cela soulevait des questions sur pourquoi, malgré sa formation médicale et son expérience hospitalière, elle n'avait pas prodigué les premiers secours, bien que le répartiteur ait donné des instructions claires. Au lieu de cela, elle a conduit Taylor pendant une demi-heure jusqu'à un hôpital éloigné, bien qu'elle connût l'importance critique des premières 5 minutes. Cette décision semblait inexplicable. Laura, David et Kelly ont été invités au poste pour témoigner. Pendant la conversation avec les enquêteurs, Laura s'est comportée de manière inhabituellement distante, comme si l'incident ne l'avait pas du tout affectée. Lors de l'interrogatoire, elle était assise la tête baissée et évitait le contact visuel avec les enquêteurs. Ses réponses étaient confuses, sans détails concrets. L'histoire semblait peu crédible. Laura ne pouvait même pas dire à quelle distance Taylor était du rivage à ce moment-là. Au lieu d'une réponse claire, elle répétait seulement combien il était beau et comme la vague l'avait emporté rapidement. Son comportement a soulevé des questions chez les enquêteurs. La mère de Taylor était en profond désespoir et accusait Laura de négligence dans son devoir de surveillance. Pour David, cette situation était également un coup dur. Taylor était le plus important dans sa vie. Il s'est avéré que le père travaillait justement avec des avocats pour obtenir la garde complète de son fils. Dans ce fait, les policiers ont vu un motif possible de l'incident. Laura, connue pour son caractère possessif, avait même envoyé son propre fils chez son ex-mari pour construire une nouvelle relation. Probablement que les plans de son mari d'obtenir la garde complète de Taylor ne l'avaient pas réjoui. Les enquêteurs ont soupçonné que la présence de Taylor pourrait perturber leur temps libre et que Laura voyait peut-être en lui un obstacle à sa nouvelle relation avec David. En poursuivant cette théorie, ils ont demandé à l'homme comment se passait la relation entre Laura et Taylor.
David a répondu qu'à sa connaissance, ils s'entendaient bien. Une semaine avant l'incident, il a commencé à chercher des informations sur sa femme sur Internet et a découvert des faits troublants de son passé. Cela l'a beaucoup surpris, comme s'il s'agissait d'une personne complètement différente. Quand David l'a confronté à ce sujet, Laura l'a convaincu de son innocence et a expliqué qu'elle s'était défendue contre un ex-partenaire agressif. Il l'a cru et a continué à lui confier la surveillance de son fils. Les enquêteurs ont examiné l'histoire de Laura et ont découvert de nombreux faits troublants. Ils ont remarqué des anomalies dans son comportement le jour de l'incident. Elle n'a pas informé les parents de ses plans, a évité la plage publique en faveur d'un endroit isolé, a permis la baignade sans équipement de protection et n'a pas assuré une surveillance adéquate. Tout cela a conduit à l'arrestation de Laura Day pour une accusation grave. L'enquête a mené une expérience aquatique avec une poupée spéciale de taille correspondante, mais les résultats n'ont pas confirmé la version des événements de Laura. Moins d'un jour après son arrestation, elle a payé une caution de 50 000 $ et a été libérée. Il lui a été interdit de quitter la ville et de se rendre dans des lieux où se rassemblent les jeunes. Son mari croyait encore à l'innocence de Laura à ce moment-là et la soutenait. Le mari souffrait beaucoup de ce qui s'était passé et prévoyait de déménager en Floride avec sa femme une fois que Laura serait libérée de tous les soupçons. Il considérait tout cela comme un malentendu. Malgré les restrictions de mouvement, la principale suspecte est allée faire du shopping sans souci au centre commercial quelques jours plus tard. Elle a essayé de se cacher sous une perruque, mais un agent de l'ordre l'a reconnue. Le 4 décembre 2012, elle a été à nouveau arrêtée pour violation des conditions de sa libération sous caution. Laura niait toutes les accusations. L'enquête recueillait méticuleusement des informations. Un témoin oculaire est apparu, dont les déclarations contredisaient trop la version de l'urgence de sauver Taylor. Selon ses dires, Laura a calmement emmené le garçon loin de la plage, souriante et faisant signe d'au revoir. En janvier 2013, ce sont précisément ces témoignages qui sont devenus la preuve clé devant le tribunal. La description du comportement calme de Laura ne correspondait pas du tout à son récit de la situation d'urgence. Le procureur a souligné que la déviation de l'ordre habituel où ils allaient chercher Taylor ensemble avec son mari indiquait la préméditation des actes. Selon la version de l'accusation, tout était planifié à l'avance. Laura est allée chercher Taylor plus tôt et l'a expliqué par le désir de lui donner plus de temps avec son père, bien que celui-ci soit au travail. Elle n'a informé personne de ses plans d'aller à la plage. S'il n'y avait pas eu le témoin fortuit sur la plage qui a remarqué son départ et témoigné, Laura aurait peut-être pu échapper à la responsabilité. Les déclarations de l'accusé ont changé plusieurs fois pendant le procès. Au début, Laura a affirmé qu'elle et Taylor étaient dos rentrés chez eux avant d'aller à la plage pour prendre des affaires de bain. Plus tard, il s'est avéré que ce n'était pas la vérité. Elle avait déjà tout le nécessaire avec elle. La question se posait. Comment savait-elle du pique-nique prévu? Il semblait également inhabituel que Taylor ne porte pas de gilet de sauvetage. Il n'avait jamais nagé sans auparavant. L'explication semblait peu convaincante, car aucune trace de frottement n'a été trouvée. Il était également inquiétant que Taylor soit loin du rivage. Il semblait également étrange que Laura, malgré sa formation médicale et son expérience hospitalière, n'ait pas appliqué les mesures de premier secours. Ce sont des compétences de base qu'elle avait pratiquées plusieurs fois. Le passé criminel de la femme suscitait des inquiétudes particulières. L'accusation soupçonnait que la peine de prison ne l'avait pas changé. Étant donné que l'incident précédent était lié à la jalousie, des sentiments similaires ont pu apparaître ici aussi. Le procureur a émis l'hypothèse que Laura ressentait de la jalousie envers son beau-fils, car elle voulait l'attention de son mari pour elle seule. La défense insistait en revanche sur l'absence de témoins directs de l'incident
et affirmait que personne ne pouvait réfuter la version de l'accusé sur ce qui s'était passé. Le témoin a seulement remarqué Taylor quittant la plage avec une femme. L'examen médical n'a révélé aucun signe de contrainte. Cela suggérait que l'incident aurait pu être accidentel. Les statistiques montrent qu'environ 800 accidents similaires dans l'eau se produisent chaque année aux États-Unis. L'accusation a souligné que l'accusé n'a fait aucune tentative pour porter secours. De plus, Laura a été caractérisée comme une personnalité émotionnellement instable. Cependant, cela n'a pas été confirmé par les experts. Le comportement de Laura soulevait effectivement des questions. Elle souffrait de peur de la solitude et cherchait à être au centre de l'attention. La femme était impulsive et considérait les autres femmes comme des rivales. C'est pourquoi elle n'avait pas d'amis proches. En même temps, elle flirtait activement avec les hommes. Pendant le procès, ses actions indiquaient une peur profonde de la solitude. Elle voyait probablement dans l'ex-femme de son nouveau mari une menace. Malgré la gravité de la situation, Laura semblait ne pas comprendre les conséquences. Lors d'une des sessions, elle a demandé à son mari David qui l'aimait le plus, elle ou son ex-femme. Cette question semblait inappropriée compte tenu des conséquences possibles de la procédure judiciaire. Étant donné son désir d'être l'unique dans la vie de son mari, Taylor aurait pu être perçu comme un obstacle. De plus, tant qu'il était proche, le lien entre Kaylee et David persistait. Cela aurait pu perturber les plans de Laura. Dans son esprit, l'élimination de l'obstacle aurait pu apparaître comme une forme d'autodéfense. Elle luttait en quelque sorte pour sa place dans la vie de son mari. Laura souffrait beaucoup de la possibilité de perdre l'attention de David. Au début, le jeune mari soutenait sa femme, mais quand de nouvelles circonstances de l'affaire sont venues à la lumière, même lui a changé d'avis sur l'incident avec son proche. L'homme a demandé le divorce et finalement leur mariage s'est brisé. En juin 2013, le tribunal a prononcé la sentence de Laura, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Malgré tous les arguments des procureurs, elle continue d'insister sur son innocence. Cette décision judiciaire continue de susciter des discussions chez tous ceux qui essaient de comprendre les événements. Aucune preuve directe contre Laura n'a été trouvée. Toutes les preuves n'étaient qu'indirectes. Néanmoins, cela ne l'a pas aidée à échapper à la prison. Cependant, Laura elle-même ne perd pas son courage de vivre derrière les barreaux. Elle a trouvé un nouveau compagnon qu'elle a déjà rencontré dans l'établissement pénitentiaire. Elle a commencé sans effort une nouvelle relation, bien qu'elle ne pourra jamais quitter les murs de la prison. Le mercredi 24 août 2011, un incident imprévu s'est produit dans une paisible zone résidentielle. Michel Dispin, une employée de banque de 33 ans, avait pris congé du travail pour récupérer des documents importants qu'elle avait oubliés chez elle. Lorsqu'elle est revenue vers 3 heures de l'après-midi, elle a remarqué quelque chose d'inhabituel, une porte arrière déverrouillée. En franchissant le seuil, Michel s'est figé devant le spectacle. Toute la maison était plongée dans le chaos. Des objets étaient éparpillés partout, des tiroirs arrachés étaient ouverts et vides, et le sol était jonché d'éclats de verre. Dans la salle de bain, elle a trouvé des vêtements dispersés, et dans la chambre, un coffret à bijoux ouvert. En continuant à traverser la maison et en évaluant l'ampleur de l'incident, Michel a découvert son mari Marc, âgé de 34 ans, dans un état immobile. Prise de panique, la femme a couru dans la rue, craignant que les auteurs puissent encore être à proximité. Les mains tremblantes, elle a composé le numéro d'urgence 911. Les services d'urgence arrivés sur les lieux ont été confrontés à une image de chaos total. À première vue, tout indiquait un cambriolage raté. L'examen médical a révélé que l'incident s'était produit environ 1 heure auparavant. Les experts ont découvert 2 traces d'impact de balles
et la nature des blessures indiquait un contact à distance minimale. Cependant, lors de l'examen détaillé de la scène, les enquêteurs ont été intrigués par l'étrange désordre, comme si quelqu'un avait délibérément tenté de donner l'impression que les objets de valeur étaient co-visés. Au cours de l'enquête, des détails intéressants sur la journée sont apparus. Mark était resté à la maison, puis avait retrouvé sa femme pour déjeuner dans un café où ils avaient à manger une glace ensemble. Il avait même emporté une portion supplémentaire de dessert à la maison. Ensuite, Michel était retourné à la banque et Mark était rentré chez lui, où peu après s'est produit cet incident mystérieux. Les enquêteurs ont remarqué des circonstances étranges de l'incident dans la maison. Tout indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un simple vol. Une coupe de glace sur le comptoir montrait que Mark venait de rentrer du café. On avait l'impression que quelqu'un attendait son retour dans la maison. Le plus mystérieux était qu'aucun objet de valeur n'avait disparu de la maison, comme si les visiteurs non invités étaient revenus avec une intention totalement différente. Pour mieux comprendre la situation, les enquêteurs ont commencé à examiner plus en détail l'histoire de vie de Mark et de sa famille. L'histoire de Mark Dispin a commencé comme un beau conte romantique. À 19 ans, il a commencé une relation avec Michel, âgée de 18 ans, qu'il connaissait depuis l'école. Elle avait déjà une fille d'une relation précédente, mais cela n'a pas empêché leurs sentiments de se développer. Le jeune couple a rapidement décidé de vivre ensemble. Les parents de Mark ont soutenu leur décision et ont acheté une caravane pour le couple. Mark a immédiatement adopté la fille de Michel comme la sienne et l'a traitée avec une sincère attention et chaleur. La carrière professionnelle de Mark était liée à l'entreprise familiale. Il est devenu investisseur et évaluateur immobilier, reprenant l'expérience de son père qui possédait de nombreux biens locatifs. Peu après, le couple s'est marié. Les affaires de Mark marchaient bien. Après avoir créé sa propre entreprise, il a connu un succès considérable. La famille a pu déménager de la caravane dans une luxueuse maison avec piscine dans le quartier chic de Jonesboro, Arkansas. Grâce au dur travail des deux époux, ils ont pu s'offrir une vie dans le luxe. La famille s'est agrandie de 2 garçons. Ils étaient maintenant 5 et semblaient être une famille parfaite vue de l'extérieur. 3 à 4 fois par an, ils partaient en vacances dans des stations balnéaires coûteuses en Jamaïque et au Mexique et visitaient régulièrement Disneyland. Michel s'est d'abord consacrée aux tâches domestiques. Mais quand les enfants ont grandi, elle a décidé de se développer professionnellement. Elle a pris en charge la comptabilité dans l'entreprise de son mari et a ensuite trouvé un emploi à la banque locale. Malgré les suggestions de son mari de se concentrer uniquement sur la famille, elle aspirait à s'épanouir. Michel appréciait sa vie aisée et aimait entretenir des contacts dans les cercles de l'élite locale et des personnalités influentes. Lorsqu'on a commencé à enquêter sur cette histoire confuse, l'attention s'est d'abord portée sur Michel, l'épouse de Mark. C'est une pratique courante de vérifier l'environnement immédiat. C'est elle qui avait découvert son mari dans des circonstances très mystérieuses dans leur maison, ce qui l'a conduite à être invitée au commissariat pour interrogatoire. Lors de l'interrogatoire, Michel a révélé un détail inattendu. Elle n'avait absolument pas prévu de rentrer chez elle ce jour-là. Elle s'y trouvait par hasard car elle devait seulement récupérer quelques papiers. Selon ses déclarations, elle avait passé presque toute la journée au travail. La vérification a confirmé les déclarations de Michel. Elle était effectivement au bureau jusqu'à midi. Pendant la pause déjeuner, elle et Mark se sont retrouvés dans un café voisin. Cette rencontre a été enregistrée par les caméras de surveillance. Ensuite, Michel est retourné au travail et Mark est rentré chez lui. Plus tard, elle a quitté brièvement le travail pour chercher des documents. C'est alors qu'elle a découvert ce qui s'était passé. Cependant, à ce moment-là, 1 heure s'était déjà écoulée
et les caméras montraient clairement que Michel avait été au bureau tout ce temps. Bien qu'il n'y ait plus de soupçons directs contre Michel, les enquêteurs continuaient d'observer attentivement son comportement qui leur semblait quelque peu inhabituel. L'interrogatoire des résidents a apporté de nouvelles informations. Les voisins ont remarqué un homme inconnu qui conduisait une vieille Mercedes bleue dans le quartier. Personne ne l'avait vu auparavant dans les environs. Les autorités ont commencé à enquêter pour savoir si Marc avait des adversaires. Les connaissances de la famille l'ont décrit comme une personne autoritaire et ambitieuse qui pouvait construire des relations compliquées avec son entourage. Cette piste a été suivie plus en profondeur. La vérification sur le lieu de travail de Marc a soulevé de nouvelles questions. Il s'est avéré que ce jour-là, il aurait dû être au bureau, mais a décidé de manière inattendue d'aller chasser, puis est finalement resté chez lui. Cela a soulevé une question logique chez les enquêteurs. Comment un étranger pouvait-il connaître sa localisation? Quelqu'un surveillait-il peut-être ses mouvements? Pour clarifier tous les détails et éventuellement trouver des indices négligés, les enquêteurs ont rencontré à nouveau Michel pour préciser toute la séquence des événements de cette journée. Ce jour-là, Michel a rencontré Marc pour déjeuner dans un café près de la banque où elle travaillait. Après la rencontre, elle est retournée au bureau vers 13h30 et est partie pour rentrer chez elle après 14h30. Dans sa nouvelle déclaration, Michel a partagé plus de détails. Quand elle a vu Marc au sol, elle s'est approchée de lui et a essayé d'obtenir une réaction. Elle a appelé son nom, essayé de le réveiller, mais il est resté immobile. En reconnaissant la situation, elle a immédiatement composé le numéro d'urgence 911. À la recherche de soutien, Michel s'est précipité chez les voisins, mais personne n'était à la maison. En attendant devant leur maison, elle a contacté sa mère, lui a raconté l'incident et lui a demandé de venir. Quand sa mère est arrivée, Michel était déjà devant sa maison avec les services d'urgence et la police. Lorsque les enquêteurs ont demandé qui pourrait être l'adversaire de son mari, Michel a nommé, sans hésiter, à la surprise de tous, le père de Marc, Jack. Elle a expliqué ses soupçons. Au début, les parents de Marc avaient fait bonne impression. Ils avaient aidé avec le logement en offrant une caravane pour démarrer leur vie commune. Marc a travaillé avec succès pendant plusieurs années dans l'entreprise de son père. Lorsque son rôle dans l'entreprise est devenu central, il a demandé une augmentation de sa participation. Après le refus de son père, Marc est parti et a fondé sa propre entreprise. Jack a perçu cela comme une trahison et leur communication s'est rompue. Avec le temps, Michel a reconnu le véritable caractère de Jack, un homme au calcul froid et au tempérament difficile. Il montrait une aversion ouverte envers sa fille, issue de son premier mariage, ce qui a conduit à un sérieux conflit lorsque la fillette a eu 13 ans. Jack n'aimait pas non plus Michel elle-même, ce qui a renforcé ses soupçons concernant son implication dans l'incident. Le père de Michel, qui avait précédemment travaillé pour Jack, a confirmé ses craintes. Il avait été témoin de la relation tendue entre le père et le fils et avait entendu les commentaires acerbes de Jack contre Marc en raison de désaccords commerciaux. Cette information a particulièrement attiré l'attention des enquêteurs et ils ont commencé à examiner en profondeur la relation entre Marc et son père. L'enquête a révélé un conflit de longue date entre Marc et Jack concernant l'entreprise familiale et les finances, mais il n'était pas clair pourquoi les événements prenaient ce tournant inattendu maintenant. Lors d'une conversation avec les parents de Marc, de nouveaux détails sont venus à la lumière. Le père a reconnu les désaccords, mais a pointé du doigt la véritable initiatrice, Michel. Selon les proches, Michel avait des exigences excessives malgré le revenu élevé de Marc. C'est elle qui insistait pour que son mari exige de son père le transfert du contrôle de l'entreprise. Marc l'a lui-même avoué plus tard à son père. Après cette dispute, la relation entre père et fils a persisté, mais est devenue plus froide, tandis que Michel
n'était plus accepté par la famille. Peu avant l'incident, Mark a informé ses parents qu'il voulait se séparer de sa femme. Le père a raconté aux enquêteurs que son fils l'avait appelé ce jour-là et lui avait demandé de sortir l'équipement de chasse de la maison. Selon ses dires, seule Michelle connaissait les plans de son mari d'être à la maison à cette heure-là. La mère de Mark a suggéré que Michelle craignait le divorce. Le statut et le bien-être financier qu'offrait le mariage avec Mark signifiaient trop pour Michelle pour y renoncer. Les parents ont conseillé aux enquêteurs d'examiner plus attentivement les actions de Michelle ce jour-là. Ils ont suggéré que derrière l'apparente innocence pourrait se cacher une personne complètement différente. Le père soupçonnait sa participation à l'incident, sinon directement, du moins par l'organisation. Jack a partagé avec la police une histoire sur un conflit avec Brooke, la belle-fille de Michelle. Quand il a découvert des photos inappropriées de Brooke, il lui a demandé de rompre le contact avec son petit ami et a menacé d'en parler aux parents. En guise de représailles, Brooke a pris un selfie sur le téléphone de Jack, l'a envoyé à son petit ami et s'est plainte à sa mère du comportement inapproprié de son beau-père. Michelle a porté de graves accusations contre Jack, qui a tout nié. Un grand scandale a éclaté. La femme de Jack a même demandé le divorce. Michelle s'est tournée vers la police, mais l'enquête a prouvé l'innocence de Jack. Les photos avaient été prises par Brooke elle-même. Les accusations ont été abandonnées, l'épouse est revenue, mais un goût amer est resté. La réputation de Jack avait considérablement souffert. Après cela, ils ont décidé de couper tout contact avec Michelle et sa fille. Plus tard, Brooke a avoué avoir agi sous l'influence de sa mère. Michelle prévoyait de détruire la relation de Mark avec son père, et ce plan avait failli réussir. L'histoire de Jack et de sa femme ne soulevait aucune question. Ce jour fatidique, ils étaient beaux prouver être en vacances dans une autre ville avec de nombreux témoins. L'attention des enquêteurs s'est portée sur Michelle, l'épouse de Mark, après une conversation avec son père. Les officiers ont essayé de comprendre la situation. Quelle raison pourrait avoir une femme qui avait passé 15 années heureuses avec son mari? Après tout, ils avaient 2 merveilleux enfants, une entreprise florissante et apparemment une harmonie totale dans la famille. La suspicion concernant l'implication de Michelle dans l'acte semblait étrange aux enquêteurs. Après tout, son mari était le principal soutien de famille. Cependant, l'enquête a révélé des détails inattendus. Au lieu d'une épouse inconsolable, Michelle s'est révélée être une femme ayant une relation secrète. Quelques mois avant le jour fatidique, elle avait commencé une relation avec un jeune collègue qui n'avait que 24 ans. Elle le prenait entièrement en charge, payait son appartement, sa nourriture et toutes ses factures avec l'argent que gagnait son mari. Lors de l'examen des documents, il est également apparu que le couple, malgré leur prospérité apparente, avait des dettes sérieuses, environ 2 millions de dollars américains. De plus, il a été découvert que Michelle retirait régulièrement de l'argent du compte professionnel de son mari. Une information supplémentaire préoccupante concernait l'assurance de Mark. Il avait 2 polices totalisant 1 million de dollars américains. Ces faits ont conduit les enquêteurs à inviter Michelle à une autre conversation. Lorsqu'on l'a interrogée sur la liaison, elle n'a pas nié la nouvelle relation avec le jeune homme, mais a insisté sur le fait que son mari ne savait rien de cette relation. Lors de l'interrogatoire, Michelle a raconté que son mariage n'était plus idéal depuis longtemps, qu'ils avaient parlé de divorce et qu'elle prévoyait de déménager. Cependant, la femme a catégoriquement rejeté toute suggestion concernant sa participation aux événements. Selon ses paroles, elle n'avait aucune raison de vouloir du mal à son mari. Il traitait excellemment les enfants et en cas de divorce, il aurait convenablement pourvu à leurs besoins. Cela n'avait tout simplement aucun sens, a-t-elle affirmé. Malgré les soupçons initiaux, les autorités n'avaient pas de preuves solides contre Michelle ou d'autres personnes impliquées.
Les caméras de surveillance de la banque où travaillait Michel ont documenté sa présence au moment critique. Les enregistrements ont également montré que son père est passé plus tard, a dit quelque chose rapidement et est reparti. L'enquête était au point mort. Mais bientôt, une nouvelle piste est apparue. Un informateur anonyme a signalé qu'un jeune homme se vantait de sa participation à l'incident avec Mark Dispen. La piste menait à Terence Barker. En vérifiant cette information, il s'est avéré que le signal du téléphone portable de Terence avait effectivement été localisé près de la résidence de Mark ce soir-là. De plus, il a été révélé que l'ami de Terence possédait une vieille Mercedes bleue. Les voisins de Mark, qui avaient précédemment mentionné les Afro-Américains dans la Mercedes, ont identifié Terence sur une photo. Les enquêteurs ont invité le jeune homme à une conversation, mais il a nié tout lien avec l'incident. Cependant, après que les enquêteurs ont présenté les déclarations du témoin et les données de localisation du téléphone, Terence a changé de position. Il a avoué avoir accepté pour une récompense promise de $10 000, bien qu'il n'ait pas nommé le commanditaire, même après n'avoir reçu aucun paiement. Il a beau été placé en garde à vue. Ensuite, son ami, le conducteur de la Mercedes bleue, Johnny Hubbard, a été appelé pour interrogatoire. Une circonstance intéressante est apparue. Johnny connaissait Mark comme l'un de ses locataires. Il a décidé de coopérer avec les enquêteurs et a raconté la version complète des événements. Selon ses déclarations, le père de Michel, Carl Kelly, qu'il connaissait également, l'avait contacté avec une proposition. Johnny a accepté de participer pour l'argent. Terence l'a appris et a voulu également se joindre à l'affaire. Ils ont rencontré Carl sur un parking d'église pour discuter des détails. Terence s'est vu attribuer le rôle principal, bien qu'il ne savait même pas qui était Mark. Seul l'intérêt financier le motivait. Johnny a également été arrêté. Quand Terence a appris les déclarations de son ami, il a aussi décidé de coopérer. Il a confirmé l'histoire de Johnny et a ajouté que Carl lui avait remis l'équipement à l'église. Carl leur a montré la maison de Mark et les a instruits. Ils ont attendu son signal le jour de l'incident. Terence a également rapporté la participation non seulement de Carl, mais aussi de sa fille Michel. Selon ses dires, elle coordonnait toute l'opération, donnant des instructions à son père par téléphone, et il l'aidait et assurait la couverture. En examinant les messages entre Michel et son père, les enquêteurs ont découvert une correspondance importante qui révélait leur plan. Le matin de ce jour-là, à 8h20, Michel écrivit à son père « Ça doit être aujourd'hui. Je ne peux pas vivre comme ça. » Une matinée terrible. Le père répondit brièvement « Bien, tu peux l'inviter à déjeuner. » L'enquête commença à former une image complète. Selon les enquêteurs, Michel organisa un déjeuner avec Mark, ce qui permit à son père et à Terence d'entrer dans la maison. Là, ils pouvaient attendre le retour de Mark. Après avoir examiné le comportement de Michel ce jour-là, les enquêteurs conclurent que sa réaction en rentrant chez elle était simulée. Elle avait délibérément quitté son travail plus tôt, sachant ce qu'elle trouverait. Son indifférence à la vue de son mari diminuer sur le sol de la cuisine prenait maintenant tout son sens. Elle était au courant de l'incident à l'avance. Elle reçut l'information sur la tâche exécutée de son père lorsque celui-ci vint à la banque. Les détails de la facture téléphonique de Carl confirmèrent sa présence dans la maison au moment critique. Il supervisa personnellement l'exécution du plan. L'analyse ultérieure de la correspondance entre Michel et Mark montra avec quelle persistance elle invita son mari à déjeuner, bien qu'il ait initialement refusé et prévu d'aller chasser. Après beaucoup de persuasion, Mark accepta finalement de se rencontrer. Pendant leur déjeuner, Michel échangea constamment des messages avec son père. Lorsque le repas fut terminé et que son mari rentra chez lui, elle envoya un message signal à son père. Les autorités ont arrêté Michel avec son père. Au début, Michel a nié toutes les accusations, mais lorsque les enquêteurs ont présenté des preuves irréfutables, elle a changé de position.
Selon ses dires, son père était l'auteur du plan, qui voulait recevoir une prestation d'assurance et prendre le contrôle de l'entreprise de Mark. Elle a affirmé n'avoir appris l'incident qu'après que son père ait partagé l'information avec elle quelque temps après les faits. Cependant, cette version n'a trouvé aucun soutien dans les enquêtes, car c'était Michelle qui avait envoyé le message matinal à son père sur la volonté d'exécuter le plan. Et c'était elle qui avait persuadé son mari d'aller à ce déjeuner fatal. Cela indiquait sa connaissance complète des événements à venir. Après la confession du père, Michelle et Carl ont été accusés du crime grave contre Mark. Les 4 personnes impliquées dans l'affaire ont plus tard conclu un accord avec le procureur, ce qui leur a valu une certaine réduction de peine, mais leur a ôté la possibilité de contester ultérieurement le jugement. La famille de Mark a soutenu cette décision pour éviter de longues procédures judiciaires. Leur souhait principal était d'obtenir justice, que les personnes impliquées dans ce qui est arrivé à leur fils reçoivent leur punition méritée. Par décision de justice, Terence Barker et Carl Kelly ont reçu chacun 35 ans de prison. Johnny Hubbard a été condamné à 18 ans de prison. Michelle Dispen devait passer 30 ans dans un établissement pénitentiaire.